Bienvenue à ce séminaire du CIRST. On va aujourd'hui écouter Catherine Solchou. Je vais vous parler de l'attrait immodéré des modernes pour la croyance en la croyance. Elle nous expliquera ce qu'elle veut dire par là. Euh, Catherine est professeure au département de sociologie et d'anthropologie de l'Université de Mons en Belgique. Euh, Même philosophe de formation? Non, Non? c'est compliqué dans le monde francophone aussi, ce que j'ai fait comme formation. Ok, je vais rien dire. Alors, je vais dire, On peut en je discuter vais après. pas tes recherches que de toute façon je connais mieux que apparemment ton parcours. Donc, ces recherches s'inspirent des études scientifiques et technologiques de la philosophie pragmatiste et de la pensée spéculative. Et ces objets de recherche portent plutôt sur le domaine des sciences humaines médicales, c'est juste? On est d'accord. Et je pense que tu auras l'occasion d'en parler. Par ailleurs, on l'invite aussi dans le cadre d'un projet en formation sur l'institutionnalisation ou l'universitarisation de l'ostéopathie à l'UQAM. Et donc, c'est aussi dans le cadre de cette réflexion sur ce qui fait science qu'on a proposé à Catherine, qui est de passage à Montréal pour d'autres raisons. Peut-être si tu veux donner ton programme, je ne sais pas si j'ai pu le Mais pas forcément, peut-être après, parce que je me rends compte que comment on commence 15 minutes après, j'ai une conférence un peu longue et donc je vais tout de suite commencer, histoire que vous compreniez quand même ce que je veux dire par cette croyance dans la croyance et tout ça, parce que ce serait embêtant que ça ne sera pas compris vers la fin de la conférence. Comme je ne suis pas francophone et pour ne pas rendre ça encore plus long, moi je lis. Ok. Et je m'excuse déjà d'avance si jamais j'ai du mal dans certaines questions de comprendre le au possible dialecte, parce que je suis vraiment nulle pour ça. Ce qui est lié au fait que c'est pas ma langue. Faut pas mal le prendre. OK? Voilà. Ça va? Je commence. Euh, je ne vais pas parler, non, ça, je voulais quand même le dire. Donc, Stéphanie m'a invité en effet autour de cette question ou cette réflexion liée à l'ostéopathie et son univers. Bon, bref, on va pas essayer de dire le mot. Je ne suis pas du tout spécialiste de l'ostéopathie et je ne vais pas parler de l'ostéopathie, mais je pense que les réflexions que je voudrais vous présenter peuvent tout à fait être peut-être utiles, peut-être en contraste, peut-être en adhésion avec cette réflexion autour de médecine complémentaire et alternative, traditionnelle, etc., peu importe comment on veut les appeler. Je vais rentrer dans ma conférence. Donc, en 2002, la première stratégie de médecine traditionnelle de l'OMS, promouvant une articulation harmonieuse entre médecine conventionnelle, traditionnelle, complémentaire et alternative, a été officiellement publiée. Cette stratégie s'étant imposée simultanément au processus de l'acceptation généralisée de l'idéal de la médecine basée sur les faits, sur les preuves, etc., evidence-based medicine, et de ses outils de production de la preuve depuis la fin des années 1990, se base en conséquence sur un consensus selon lequel cette articulation harmonieuse peut et doit être atteinte par des processus d'intégration fondés sur les preuves ou sur les faits des médecines traditionnelles dans les systèmes de soins de santé. La position de l'OMS, qui souligne la nécessité d'intégrer je vais dire TCAM, donc médecine traditionnelle, complémentaire et alternative, ok, parce que c'est très long à chaque fois, et la médecine conventionnelle pour garantir des soins optimaux aux patientes. Et, comme nous le verrons, malgré ces objectifs sans doute bien intentionnés, marqués par des présuppositions épistémologiques et ontologiques que je voudrais problématiser dans ce qui suit. En effet, l'utilisation continue et non interrogée des deux termes fondés sur l'épreuve et intégration, en ce qui concerne la TCAM, perpétue, premièrement, une démarcation claire entre les pratiques ou les savoir-faire scientifiques et ceux qui ne le sont pas au sens d'une rupture épistémologique. L'insistance sur l'épreuve entretient alors la longue histoire d'injustice épistémique systématique envers les pratiques thérapeutiques qui ne répondent pas au régime épistémologique moderne et à ses critères. Deuxièmement, l'idée d'intégration étymologiquement signifiant renouveler, rendre intact, mais désignant également l'action ou le processus de combiner deux ou plusieurs choses de manière efficace,
et à son tour, dans ce contexte rarement pris littéralement. L'injonction selon laquelle la médecine moderne et les TCAM devraient être intégrés est en effet rarement comprise comme un appel à un apprentissage réciproque qui pourrait très bien nécessiter des interrogations radicales sur les concepts modernes des mondes de la santé et de la maladie, et ainsi aussi sur les hypothèses modernes concernant la constitution de la réalité elle-même. Plutôt que de prendre le risque de devoir naviguer dans de telles interrogations potentiellement déstabilisantes, la plupart des stratégies de projets internationaux et nationaux focalisant sur l'intégration fondée sur les preuves de la médecine conventionnelle et de la médecine traditionnelle se concentrent sur des aspects ou éléments des pratiques de guérison traditionnelles qui peuvent être rendus compatibles et évalués selon les critères de la biomédecine, dans des laboratoires pharmacologiques et éventuellement dans des essais cliniques. Et ce, malgré le fait que ces approches modernes omettent nécessairement une infinité d'autres éléments ou d'aspects, notamment relationnels, qui sont pourtant constitutifs pour les pratiques respectives, et cela autant du point de vue de leurs praticiens que de leurs usagers. Un nombre important de projets concernant les TCAM financés dans le cadre de la coopération au développement se concentrent en conséquence typiquement sur l'identification, le contrôle de la qualité et la standardisation des plantes ou des combinaisons de plantes traditionnelles utilisées en produisant ce que l'on appelle des remèdes traditionnels améliorés en collaboration avec des institutions académiques locales. Ce faisant, ces efforts sont, me semble-t-il, basés sur au moins deux présuppositions problématiques. Premièrement, ils considèrent forcément que les seuls éléments au sein des pratiques de guérison traditionnelles qui peuvent être considérés comme valides, au-delà de l'effet placebo, sont ceux qui peuvent être extraits, purifiés, évalués biochimiquement et transformés en médicaments vendus sous forme de concoction ou de pilules, etc., et vendus en pharmacie ou en point de vente. Ces médicaments sont alors considérés comme universels, tout comme les patientes, selon le modèle de la médecine moderne. On y reviendra. Mais en même temps, ces efforts adhèrent, deuxièmement, et en conséquence, implicitement au moins, aux présupposés qui fondent la cosmologie moderne. L'existence d'une nature universelle que code ou à laquelle s'adapte une multitude de cultures hétérogènes, comme le formule Philippe Descola. En effet, considérer que l'activité d'articuler nature et culture serait un enjeu universel présuppose, continue-t-il, que la distinction claire entre ces deux sphères relève d'une constante anthropologique, indépendante d'un milieu donné. L'idée que toute société produirait des compromis entre les deux présuppose que la nature est la même partout et que seule la culture est historique et variable. Dans un tel régime où les gestes de faire bifurquer et de localiser, comme le disait Whitehead, ont été réifiés en catégories ontologiques générales, il est en effet logiquement impossible de se mettre à l'école des autres, de leur régime de félicité, comme dirait Latour, mais je vais parler plus de Latour, impossible parce que ce concept de la nature a un caractère hégémonique qui lui est constitutif. Il croit, nous savons. Or, continue Descola, justement au sujet du statut des plantes, la délimitation même du domaine d'objet, la botanique comme savoir spécialisé sur les plantes, procède d'un découpage de la réalité phénoménale accepté depuis longtemps en Occident, non d'un point de vue libéré de tout préjugé culturel. Fin de la citation. En vue de la multiplicité de gestes et de rituels des êtres souvent invisibles, ancêtres, esprits, dieux, etc., qui jouent des rôles cruciaux dans l'identification des causes des maladies et dans leur traitement, mais aussi en vue de la diversité importante des théories sur ce qu'est un corps, ce qui est une maladie et en conséquence sur les conditions de félicité thérapeutique ou de guérison, que l'on trouve sous le chapeau lui-même problématique, mais je vais laisser ça de côté pour l'instant, de médecine traditionnelle complémentaire et alternative, etc. Cette focalisation sur des molécules universables, ou universalisables plutôt, s'avère extrêmement problématique à plus d'un égard. Car cette focalisation présuppose qu'il est possible de séparer ce qui a un effet véritable, à savoir prouvable,
des éléments qui ne relèveraient de rien de plus que d'un effet de la croyance, autrement dit de l'effet placebo. Nous verrons dans ce qui suit une série de dégâts collatéraux de ce que je propose faisant appel au vocabulaire proposé par Bruno Latour, notamment dans son enquête sur les modes d'existence, une anthropologie des modernes, appelée une projection de nos propres défauts de fabrication sur des pratiques des autres. En effet, si, comme le dit Latour, est moderne qui croit que les autres croient, nous allons voir que cette croyance en la croyance a un statut particulièrement prégnant quand il s'agit du domaine médical. Car si ce domaine devrait sans doute, avec un peu de recul, à savoir si on réussirait à remédier à ce fameux léger défaut de fabrication dont je vais encore un peu plus vous parler dans la suite, chez les modernes, clairement être présenté comme cultivant centralement un art de l'instauration des êtres à statut ontologique ouvert et incertain. Il n'en reste pas moins que ces représentants, donc les représentants de la médecine, c'est évidemment caricatural, c'est pas tout le monde, de la médecine moderne, continuent majoritairement à insister qu'il s'agisse d'un domaine scientifique comme les autres. Cette insistance, on le verra, vise surtout à se protéger contre les croyances irrationnelles d'un côté et contre le caractère peu fiable des corps vivants de l'autre. À travers quelques observations dans des contextes de pays africains, nous pouvons ensuite mettre en scène le caractère contaminateur de la croyance en la croyance. Une contamination dont les modalités et les effets s'avèrent particulièrement délicates en post-colonie. Enfin, je voudrais ouvrir quelques pistes pour commencer à imaginer une autre médecine basée sur les preuves dont on pourra discuter ensuite. Et on va voir si j'arrive jusqu'à ce point-là ou pas, ou si Stéphanie me coupera. Remédier à un léger défaut de fabrication. Rappelons quelques éléments, rappelons, peut-être que vous ne l'avez même pas lu, donc mais moi je me les rappelle, donc quelques éléments clés du chapitre 6 de l'enquête sur les modes d'existence, dans lequel Latour s'efforce à caractériser ce que cela veut dire être moderne à travers deux motifs amalgamés de manière improbable et contingent chez les modernes, et dont l'amalgame fait des modernes un peuple qui, comme Latour considère généreusement, a été victime d'un accident de constructivisme. Si chacun de ces motifs ou défauts de fabrication peut être léger, les conséquences de leur amalgame, typiquement moderne, ont été et continuent sans aucun doute à être graves. Latour commence à partir du constat qui avait déjà animé son culte moderne des dieux fétiches, qu'il est pour les modernes inconcevable qu'une chose soit à la fois construite et vraie. Car ils croient, malgré eux, pourrait-on dire, en la vérité nue, non médiée, non corrompue. Les faits sont là, que vous le vouliez ou non. Avec ce coup de poing sur la table, c'est vrai, on pourra mettre fin à toute discussion sur l'agora. Oubliez les acronymes, hein, ça c'est un truc propre à l'enquête sur les modes d'existence, que je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais de là à se priver de tous les moyens de fabriquer ces mêmes faits, il parle ici de l'habitude des modernes de camoufler les chaînes de référence de leur processus de production de savoir. C'est assez invraisemblable, continue-t-il. Non, il faut un autre motif, bien plus important que les intérêts de la connaissance, plus fort encore que les passions de la politique. Rien sans cela n'explique qu'on ait frappé les médiations d'un tel discrédit. Cet autre motif, dont, comme le dit Latour, la théorie de la science n'a été que la victime collatérale, a une autre origine, vise une autre cible. On peut, écrit-il, et cette idée s'inspire clairement des travaux de Jan Assmann, l'appeler Abraham, division mosaïque, anti-idolâtrie, anti-fétichisme, iconoclasme, critique, peu importe. Pour couvrir toute cette affaire qui fait de nous les heureux élus d'une histoire mille fois sainte, j'ai proposé le terme iconoclash. S'il y a bien quelque chose qui définit ethnographiquement le fait d'être occidental, européen, moderne, s'il y a bien au moins une histoire qui nous est propre, c'est que nous sommes les descendants de ceux qui ont renversé des idoles.
et il continue. Tout se passe en effet comme si, pour faire émerger la figure de Dieu, non construit par la main droite, mais soutenu forcément par la main gauche, on s'était cru obligé d'accuser les idoles d'un crime supplémentaire qu'elles sont tout à fait incapables de commettre. Nous sommes là sur le fil du rasoir. Mais il faut pouvoir désigner comme une erreur de catégorie ce qui pousse à frapper injustement les idoles. C'est la croyance dans la croyance des autres qui définit assez précisément ce que l'on peut attendre des modernes quand ils se croient désabusés. C'est cet antifétichisme allant de pair avec une confusion concernant les sources de leur propre religion, articulée à la confusion sur les sources de leur propre science, qui fait que les modernes sont aveuglés à la fois sur eux-mêmes et sur les autres. Car l'illusion d'avoir, contrairement aux autres, un accès direct ou non médié à une réalité matérielle stable, d'un côté, et à un Dieu non construit de l'autre, n'a pas que justifié une avalanche de violences coloniales sans limite, elle a en même temps bien sectionné, cassé, amputé chez les modernes leur sens de l'instauration. Comme on le dit, comme on dit, le sens de la vie, dit Latour. Ce sens de l'instauration, crucial pour comprendre ce qu'agir veut dire, les modernes s'en sont coupés à leur risque et péril. Ce sens consiste, nous dit Latour, toujours encore Latour, à donner l'occasion de rencontrer des êtres susceptibles de vous inquiéter, des êtres au statut ontologique encore ouvert, capables néanmoins de vous faire quelque chose, de vous indisposer, d'insister, de vous obliger à bien parler d'eux, à l'occasion d'embranchements où se dressent des sphinx et même des allées de sphinx, c'est une référence à Souriau pour qui ça intéresse, des êtres articulables auxquels l'instauration puisse ajouter quelque chose d'essentiel à leur manifestation autonome. Des êtres pour utiliser cette magnifique expression qui est du répondant. Les modernes, au contraire, ont divisé le monde en deux régimes de réalité. Une chose est pour eux soit matérielle, appartenant à la réalité extérieure, soit elle n'est que dans la tête, relevant d'une croyance subjective, de l'imagination ou encore du symbolique, etc. Ils souffrent en conséquence, nous dit toujours Latour, d'une véritable anémie ontologique. Et je cite encore, nous sommes maintenant en mesure de proposer une définition de la double source du double langage moderne. Il y faut la rencontre impromptue, c'est aux historiens d'en démêler les circonstances exactes, entre deux événements distincts qui, par un hasard malheureux, allaient tous deux priver le constructivisme, ou ce qui va proposer dans l'enquête plutôt le sens de l'instauration, si vous préférez. Donc, tous deux priver le constructivisme de tous ses moyens, c'est-à-dire de ses médiations. Curieusement, l'un provient du croire, l'autre du savoir. Nous croyons que nous savons que les autres croient. Si nous prétendons hériter du projet rationnel, nous pouvons donc affirmer, nous aussi, qu'il s'agit bien d'en finir avec la croyance, mais en entendant par ce fier slogan que nous souhaitons nous défaire du concept même de croyance pour interpréter l'instauration des êtres. Cette instauration des êtres, avec ses médiations, traductions, manipulations, qui ne se plient jamais, et encore moins dans les pratiques du soin, aux oppositions du type naturel, culturel, objectif, subjectif, physique, physiologique, psychologique, etc., a même si impossible en théorie moderne, on le sait, en pratique toujours continué. Fort heureusement, pourrait-on dire, car sans cela, on aurait, insiste Latour, tout simplement arrêté d'exister. Mais ce secret, écrit-il toujours, qu'il s'agit de continuer à instaurer malgré tout, tout en se faisant croire que nous n'en avons pas besoin, il semble que nous l'ayons gardé pour nous. Donc le secret, hein, quand il s'agissait de nous présenter aux autres. Nous exportions la drogue, mais nous gardions pour nous le contrepoison. La contamination avec la croyance en la croyance.
C'est notamment par rapport aux médecines traditionnelles, dans des contextes postcoloniaux, que les effets dévastateurs de la croyance dans la croyance des autres, quand elle n'est pas accompagnée d'une contrepoison, deviennent particulièrement saillantes. C'est ce que montrent, par exemple, les recherches de Maria Paula Menéndez. Concrètement, elle élucide le lien étroit qui s'opère entre l'application de nos modes d'abstraction modernes, ses effets disqualificateurs, et une logique d'extraction socio-économique des ressources locaux dans le domaine médical. À propos des pratiques médicales traditionnelles au Mozambique, elle décrit les processus de disqualification, d'abord opérés par les colonisateurs portugais, et repris après l'indépendance par le gouvernement, menant à une non-reconnaissance de la médecine traditionnelle par l'État. Les pratiques multiples ainsi subsommées ou disqualifiées sous le terme de médecine traditionnelle seraient ainsi devenues ce qu'elle appelle un non-savoir, dont on considère qu'il est inclus dans le monde naturel mais exclu du monde civilisé. Ce processus de disqualification, porté par la volonté d'une mise à mort de ces pratiques, allait, comme elle montre, au Mozambique, comme dans beaucoup de colonies d'ailleurs, de pair avec le projet quelque peu contradictoire de s'approprier les ressources biochimiques à l'œuvre dans ces mêmes pratiques. À cette fin, écrit Menéndez, les savoirs et les pratiques thérapeutiques sont fragmentés selon les systèmes de classification de la science moderne. Ce morcellement des savoirs a permis au système colonial de s'approprier les principes pharmacologiques des différents produits utilisés par les thérapeutes locaux. En effet, en considérant les pratiques locales comme faisant partie de la nature moderne, neutre à l'instar d'une matière brute, elles sont transformées en ressources qu'on peut faire bifurquer et dont on peut extraire et nous approprier des éléments à volonté sans contrainte. Rappelons-nous que selon Latour, reprenant le vocabulaire à Whitehead, les modernes sont des grands bifurcateurs. Une telle posture, Menéndez le montre clairement, a persisté et persiste toujours, et cela à travers des changements politiques importants. Une série de citations d'anthropologues et de médecins du début jusqu'à la fin du XXe siècle lui permettent d'en montrer à la fois l'envergure et la continuité perturbante. Je n'en reprends que trois dans l'ordre chronologique de leur publication. En 1910, l'anthropologue Cruz, en assimilant sorciers et guérisseurs, ce qui dans la tradition indigène au Mozambique sont deux pratiques clairement distinctes, écrivait le suivant. Le sorcier n'offre rien qui sorte de l'ordinaire. Il est noir comme les autres, il est seulement assez intelligent pour gagner leur respect, induisant en eux le respect mystifié pour ses procédures cliniques, ses capacités de divination et ses ressources pour résoudre diverses difficultés dans la vie. Mais en général, il n'est qu'un imposteur. Le ton ne change que faiblement après l'indépendance en 1975 ou 75. Dans un texte anthropologique de 1979, on lit « Il y a des guérisseurs qui font des guérisons en utilisant certains médicaments obtenus à partir de racines, de plantes, etc. Mais la guérison spirituelle est, de tous les points de vue, négative et obscurantiste par excellence. » Fin de la citation. Et en 1981, le médecin Servizio de Nutrição écrit, je cite, « La médecine traditionnelle est un ensemble de connaissances empiriques non organisées dont le contenu est déformé par le processus de transmission orale et souvent entouré de pratiques obscurantistes comme les rites, etc. » Le Bureau pour l'étude de la médecine traditionnelle, mis en place par le gouvernement, a pour fonction de nettoyer les connaissances existantes de toute idée obscurantiste dont elles sont habituellement imprégnées et de promouvoir ainsi ces valeurs en tant que savoir scientifique au profit de l'ensemble de la population. Fin de la citation. On l'entend clairement, le projet, soutenu par le gouvernement local, et cela avant la mise en place d'une stratégie officielle concernant les médecines traditionnelles par l'OMS, est un projet de nettoyage, de purification et d'extraction, seuls des agents présents dans ces pratiques dont une science et une épistémologie moderne peuvent rendre compte. En d'autres termes, actionné par le front de la modernisation et l'idéal du développement vers le progrès, on fait bifurquer les pratiques comme s'il s'agissait de la nature
en séparant les éléments dits obscurs, qui ne relèveraient que de la croyance, de ceux qui ne le sont pas, comme si on séparait le bon grain de l'ivraie. La seule manière de les valoriser, de porter une certaine estime à leur égard, semble consister dans la possibilité de montrer qu'ils continuent des éléments, qui contiennent des éléments que l'on peut localiser, qu'on peut assimiler à une preuve du type scientifique, considérée comme objectif et universelle, correspondant à la réalité telle qu'elle est. C'est en effet exactement ce que nous avons dans un projet de recherche en collaboration avec des pharmacologues et anthropologues à Madagascar et financé dans le cadre belge de la coopération au développement, suivant les guidelines de l'OMS, pu remarquer lorsqu'on s'est mis à discuter avec différents acteurs de la médecine traditionnelle malgache. Et cela non, pas en 1900, en 2024. Mais un effet supplémentaire de la contamination par la croyance en la croyance est devenu manifeste. En effet, je vais sauter une partie, donc il est devenu manifeste, et je résume, en gros, ce dont on s'est rendu compte, et en parlant avec des praticiens organisés en association, donc reconnus par le ministère de la Santé, ben, ils prennent une posture, au moins officiellement, où maintenant, à leur tour, ils disqualifient des praticiens traditionnels qui n'adhèrent pas à ce type d'association. Et donc, on a une espèce d'effet domino de la disqualification. Et là aussi, eux, ils disent, mais eux, ils ne font que croire, etc. Donc, il y a vraiment un effet mais contagieux de cette croyance dans la croyance, en la croyance. Comment sortir de ce cercle vicieux de la disqualification en domino opéré par la contamination avec ces choisis et la croyance en la croyance des autres? Comment y remédier? Quels antidotes employer? Une première étape pour s'outiller pour une telle décontamination, en ce qui concerne le domaine thérapeutique, consiste sans aucun doute à mieux comprendre le rôle que joue la croyance en la croyance dans la médecine moderne elle-même, car cette dernière entretient indiscutablement une relation particulièrement chargée avec cette affaire de la croyance. En effet, la tâche d'en finir avec la croyance, qu'avait formulé Latour, devient un véritable défi quand il s'agit des modes de production des faits de la biomédecine actuelle et plus particulièrement par rapport aux procédures qui permettent de faire reconnaître un nouveau agent thérapeutique. Ce qui se joue principalement dans le cadre d'études cliniques randomisées et en double aveugle. En effet, la médecine basée sur les preuves se fonde sur un raisonnement essentiellement issu de l'épidémiologie et en conséquence des statistiques, défini en 1992 par un groupe de chercheurs comme, et je cite, vous le connaissez sans doute tous et toutes peut-être mieux que moi, mais on peut en discuter après, un nouveau paradigme émergent de la pratique médicale. La médecine fondée sur les preuves consiste à minimiser le rôle de l'intuition, de l'expérience clinique non systématisée et des arguments psychopathologiques pour fonder la prise de décision clinique et met en avant l'examen des preuves issues de la recherche médicale. Focalisons-nous sur le passage entre bench and bedside, entre laboratoire et clinique, passage où les essais cliniques randomisés jouent un rôle central. Leur premier enjeu consiste en effet à exclure toute forme d'influence, notamment de la croyance, au sein du processus de guérison, afin d'extraire et d'évaluer les effets purifiés d'une molécule testée. Ni le patient, ni le médecin, vous le savez tous, ne savent si le traitement administré est la molécule mise à l'épreuve ou un placebo. Passage obligé entre le laboratoire et la clinique, ce dispositif est censé permettre de contrôler et de conjurer le danger d'influence subjective qui présente une menace particulièrement vive pour la médecine, dont un enjeu central est depuis ses débuts de se protéger à la fois de l'irrationalité inhérente au corps vivant, qui refuse de fonctionner à l'instar d'une matière brute et inerte, et de toutes les pratiques thérapeutiques traditionnelles, complémentaires ou alternatives, comme on dirait aujourd'hui, qui, comme le formule Isabelle Stengers, guérissent pour de mauvaises raisons.
ou tout ce qui relèverait du charlatanisme. La stratégie des études en double aveugle consiste d'une certaine manière à incorporer ces deux ennemis au sein même de la production de savoir biomédical pour se donner finalement les moyens de les maîtriser. Posons en passant deux questions. Si la nécessité d'une telle maîtrise est devenue si centrale pour les dispositifs de production de la preuve en médecine, est-ce que cela ne témoignerait pas du fait qu'on sait en vérité très bien qu'il s'agit là de forces extrêmement réelles? Pourquoi alors les projeter dans la tête des gens tout en s'obligeant d'exorciser leur présence puissante plutôt que de cultiver un art de la mise en place des occasions pour rencontrer, pour donner de la consistance et pourquoi pas de produire du savoir, de l'objectivité instaurative, si on veut. Latour parle aussi d'objectivité métamorphose, mais ça c'est lié au mode d'existence qu'il développe dans le livre au sujet de ces êtres susceptibles d'inquiéter, ces êtres en mal d'instauration, si on veut. Mais revenons à la manière dont l'EBM produit ses preuves. Dans un essai clinique randomisé et en double aveugle, des sujets d'une cohorte sont aléatoirement affectés à un groupe auquel on délivre le traitement testé ou à un groupe de contrôle qui soit ne reçoit aucun traitement, soit reçoit un traitement comparable. Le but est de déterminer si un traitement particulier s'avère plus efficace qu'un autre ou qu'une absence de traitement. Les raisons pour lesquelles un traitement fonctionne et la manière dont il le fait, c'est-à-dire son action sur la pathophysiologie, a dans ce contexte, comme on a vu dans la citation, diminué en importance. Ce qui compte avant tout est de produire des données en un nombre suffisamment grand pour faire disparaître la pertinence des trajectoires individuelles au profit de la production d'une pertinence statistique. Atteindre cette signification statistique nécessite beaucoup plus qu'un seul essai clinique, évidemment. Au contraire, cela implique d'agréger des résultats d'une série d'essais randomisés pour un diagnostic spécifique afin d'obtenir des preuves fiables. En conséquence, les chercheurs, par exemple, dans le cadre de la Cochrane Collaboration, collectent et analysent systématiquement des résultats d'un nombre important d'essais publiés et créent à partir d'eux des méta-analyses systématiques. Ensuite, ces méta-analyses sont traduites en lignes directrices, recommandations de bonnes pratiques destinées à accélérer et à faciliter les décisions de traitement en situation clinique. Il devrait à ce stade être évident que les procédures extrêmement complexes de production de preuves ne peuvent en aucun cas être considérées comme neutres. Au contraire, leur artificialité est d'autant plus évidente que ces dispositifs s'efforcent de repousser toute forme d'influence et emploient donc une quantité remarquable de stratégies d'abstraction et de médiation qui ne peuvent guère être considérées comme allant de soi. Cependant, la biomédecine a, comme nous le verrons, la tendance très discutable à dissimuler le caractère radicalement construit ou instaurateur de ces résultats. Cela ne veut pas dire que je considère, parce que ça pourrait être très mal compris, que les essais cliniques sont inutiles. Pas du tout. Au contraire, ils remplissent une tâche claire et très utile. Mais cette tâche consiste constitutivement à produire des connaissances qui permettent d'agir malgré l'incertitude et ne pas sans elle. Ce qui me semble en revanche problématique, c'est l'oubli systématique et collectif des nécessités et modalités qui ont conduit à ce caractère soigneusement construit ou instauré de la production de preuves cliniques. Cela est dû au fait que dissimuler consciemment ou inconsciemment le mode d'abstraction qui a été introduit dans la recherche médicale afin de pouvoir traiter et progresser avec les incertitudes est trop souvent utilisé pour déclarer nulles et non avenues d'autres pratiques, qu'il s'agisse de médecine traditionnelle ou complémentaire ou alternative, etc., qui naviguent elles aussi avec des incertitudes, même si leur procédure d'instauration se déroule autrement. Au sujet de ces pratiques, on va, au meilleur des cas, avouer qu'ils aident les patients psychologiquement, rien de plus qu'un placebo, grâce à la croyance. Cette croyance qu'il faut pour arriver à ce qui compte comme preuve, à tout prix, soustraire
ou éliminer de l'équation. Ce qui se passe, je pense, est ce qu'on peut à juste titre appeler la réification d'une méthode. Pour être plus précis, en oubliant ou en dissimulant les spécificités qu'une telle méthode statistique inventée pour naviguer avec et malgré les incertitudes omet nécessairement, la médecine conventionnelle tire trop souvent la conclusion que les mots de la santé et de la maladie sont justement et entièrement décrivables avec leur instrumentation méthodologique, que seul ce qui peut être décrit par elle existerait réellement. Si on adopte au contraire une position soigneusement constructiviste ou instauratrice, en ouvrant la boîte noire de la machinerie des essais cliniques de la médecine fondée sur l'épreuve, on sera obligé de prendre en considération la possibilité qu'il pourrait y avoir des cas, des maladies, des pathologies ou des offres thérapeutiques et des formes d'incertitude où les essais randomisés en double aveugle et leur méta-analyse ne pourraient ne pas être la manière, ou du moins pas la seule manière, et peut-être pas la manière la plus adéquate d'évaluer ce qu'il convient de faire. Philippe Pignard, je ne sais pas s'il est connu parmi vous, rajoute dans un livre assez ancien, en fait, un niveau de réflexion complémentaire à ce que je viens de dire. Donc, qu'est-ce qu'un médicament? Un objet étranger entre science, marché et société. Il insiste sur le caractère profondément social de tout médicament. Pignard y montre, en effet, que la biomédecine a établi des relations très particulières entre les patients et leurs symptômes, entre les patients et les médecins, entre les médecins et la recherche pharmaceutique. Les patientes sont décontextualisées et en même temps singularisées par un diagnostic afin de pouvoir les rassembler en cohortes selon leurs symptômes. Une fois qu'un patient a été détaché de ses symptômes, un médicament lui est alors associé. Cependant, cet attachement entre le patient et le médicament suppose que la personne malade a été transformée en un cas, c'est-à-dire en une entité comparable à ceux et celles qui ont participé à un essai clinique concernant le diagnostic qu'elle a reçu. Ou comme le dit Pignard, comment utiliser des thérapeutiques universalisées par leur mode de construction et de socialisation. Les patients auxquels ces thérapeutiques sont destinées doivent être également universalisés et abstraits, au sens où l'on pourra traiter de leur maladie indifféremment. Il est obligatoire de détacher les symptômes et les maladies pour les constituer le mieux possible, comme dans le laboratoire d'études contre placebo, en sujet abstrait et universel. Une fois la prescription pour un diagnostic particulier donnée et que le patient prend son médicament de manière conforme, nous pouvons considérer que ces symptômes, dans leur version universalisée, abstraite et statistique, sont par ce médicament rattachés à lui, dit Pignard. Ce que Pignard vise n'est pas du tout une disqualification fondamentale de la médecine conventionnelle ou biomédecine. Au contraire, il essaie de sensibiliser au fait que son efficacité dépend crucialement des manières dont elle construit ou instaure ses objets. Et dans la plupart des cas, elle les construit bien. En d'autres termes, il insiste sur le fait que l'efficacité des médicaments ne peut être comprise à moins que nous prenions en compte les modalités complexes de leur construction et socialisation respectives. Ces modalités, le fait que les médicaments soient construits, ne les rend, selon Pignard, qui est l'éditeur d'ailleurs de Latour et d'Isabelle Stengers et de beaucoup d'autres, en aucun cas inutiles. Elles sont au contraire constitutives de leur efficacité. En ce qui concerne l'homéopathie, l'ennemi numéro un des rationalistes acharnés chez nous, Pignard ne discute pas des médecines traditionnelles, il soutient en conséquence qu'elles, tout comme d'autres pratiques CAM, devraient être prises au sérieux de la même manière, c'est-à-dire en tenant compte de leurs modalités respectives de construction des patients, des symptômes et des remèdes de manière minutieuse. Par exemple, avec l'homéopathie, il insiste, tout diffère radicalement du modèle biomédical. Les remèdes sont souvent fabriqués par la personne qui les prescrit, c'est-à-dire qui n'ont pas été universalisés et abstraits. Mais aussi les patientes ne sont pas détachées de leurs symptômes et ensuite, via un remède universalisé, rattachées à eux d'une nouvelle manière. Au contraire,
Les symptômes sont des expressions très personnelles dans la logique homéopathique et le restent tout au long du processus. En d'autres termes, les symptômes, les maladies, ainsi que le rôle des interventions thérapeutiques sont conceptualisés de manière totalement différente et par conséquent ont un statut entièrement différent. En particulier en homéopathie, un remède est directement prescrit à un patient, ce patient et aucun autre. C'est pourquoi, soutient Pigneur, il est totalement absurde d'exiger de l'homéopathie, pour être reconnue comme efficace, de soumettre ces remèdes à des essais cliniques randomisés en double aveugle qui construisent leur cohorte selon la logique biomédicale. Font partie d'une cohorte sur laquelle on teste une molécule en particulier les patientes avec un même diagnostic. Exiger cette modalité d'évaluation équivaut à jeter les bébés avec l'eau du bain, en sachant que Pignard n'est pas du tout un fan de l'homéopathie en particulier, ou soit que ce soit, ni moi d'ailleurs. En conséquence, il répond de manière provocante à la question toujours récurrente, est-ce que ça marche? Sous-entendu que cela ne peut pas marcher, comme suit. Ça marche obligatoirement, puisque ça crée des acteurs en adéquation avec l'objet constructeur. Si on prend ce constat sobre sérieusement, le critère pour l'évaluation d'une pratique thérapeutique devrait en effet être de savoir comment et si elle parvient à bien créer ses acteurs en relation avec ses objets. Autrement dit, comment elle procède afin d'instaurer la réalité sur laquelle elle agit et qui la fait agir, et non selon un critère universel qui vise précisément à soustraire toute puissance aux relations. Si nous devons donc considérer qu'il existe divers plans d'action pour de bonnes instaurations thérapeutiques, alors aucun d'eux ne peut prétendre légitimement établir la norme d'évaluation appropriée pour toutes les autres ou revendiquer une quelconque autorité pour juger de leur légitimité. J'ai presque terminé. En guise de conclusion, que serait une médecine qui en finirait avec la croyance en la croyance des autres, au profit d'une pluralisation des modes d'existence qu'elle pourra alors accueillir? Une médecine une médecine à la hauteur de son véritable enjeu, créer des occasions pour l'instauration des êtres à la mesure où il s'avère efficace dans les processus qui diminuent les souffrances, médicales certes, mais coloniales et de violence épistémique également. Ou encore, dit avec Latour, encore, je cite, les modernes croient en la croyance pour comprendre les autres. Les adeptes, donc les gens qui pratiquent d'autres types de thérapeutiques, ne croient en la croyance ni pour comprendre les autres, ni pour se comprendre eux-mêmes. Pouvons-nous récupérer pour notre usage leur manière de penser? Et si oui, comment procéder pour y parvenir chez nous, chez les médecins, les pharmacologues, mais aussi des institutions telles que la Cochrane Collaboration, ou encore face à des organisations telles que l'OMS, qui perpétuent, me semble-t-il, une logique du développement qui vise l'intégration des savoir-faire dans un cadre moderne. Petite pépite, les formulaires de l'ARES belge, c'est-à-dire l'organisme qui finance des projets de coopération au développement. Donc, les formulaires de l'ARES continuent à être modelés d'après des documents mis en place pour le développement des fusils de la NASA. Dit autrement, comment activer l'appel à mettre fin à la croyance dans la croyance pour contrer le business as usual, à la fois de l'EBM et de la logique du développement et du progrès de l'autre. Comment s'y prendre par rapport aux médecines traditionnelles, complémentaires et alternatives? Et plus généralement, comment cultiver l'antidote à la drogue de la croyance dans la croyance? Comment procéder pour contaminer les modernes avec la fascination qui émerge dès qu'on se laisse à nouveau frais, affecté par la fragilité et la puissance des êtres de l'instauration? J'ai terminé. Merci. Pour avoir tenu le temps.